Bienvenue à ce petit déjeuner de la chaire Gouvernance et Régulation. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger sur la question de la décarbonation de l'aérien. Je vais réaliser une petite introduction, présenter nos intervenants, puis nous entrerons dans le vif du sujet. Un simple point d'ordre logistique. Nous allons échanger pour commencer avec les intervenants. Évidemment, les questions de votre part, que vous soyez en ligne ou dans la salle, sont tout à fait bienvenues. Dans la salle, nous les prendrons de vive voix, et en ligne, normalement, il est possible de les écrire dans la conversation. Je me permettrai pour le coup de me référer à mon téléphone pour pouvoir suivre les questions qui seraient posées. Voilà. Rentrons donc dans le vif du sujet, donc l'aviation, mode de transport qui représente 4% des émissions du secteur des transports en France, donc 1,2% des émissions françaises. Au regard de ce pourcentage, mode de transport est un secteur économique qui retient néanmoins une forte attention dans le débat public sur la décarbonation, peut-être expliqué par le fait que ramener aux voyageurs kilomètres pour un trajet de relativement courte distance, c'est le moyen de transport le plus polluant d'après l'Agence pour la transition écologique. Et d'ailleurs, cette même agence a réalisé des travaux sur les voies de décarbonation, pour le coup, de ce mode de transport, identifiant 3 leviers: l'efficacité énergétique des avions, les carburants d'aviation durable. Je pense qu'on n'échappera pas au fait de dire soit CAD, soit SAF dans le cours de la discussion, donc vous nous en excuserez, et la maîtrise ou réduction du trafic, c'est-à-dire la sobriété, qui est un des sujets sur lesquels on va se porter aujourd'hui, avec peut-être d'ailleurs un échange sur le fait que la sobriété en aérien veut dire de ne plus croître ou de diminuer le trafic. Dans l'actualité, la PPE des territoires est en cours d'élaboration, et la copie rendue hier à Madame la Ministre évoque le frein au développement de l'ensemble des plateformes aéroportuaires comme levier. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a souhaité évoquer la thématique aujourd'hui, puisque, comme on pourra sûrement en reparler, dans le secteur aérien, on retrouve notamment des acteurs éminemment régulés que sont les plateformes aéroportuaires. Nous entendrons tout à l'heure Nicolas Polissen sur la feuille de route de décarbonation élaborée par le secteur lui-même, et dont on verra qu'elle se concentre plutôt sur les leviers que sont les carburants d'aviation durable et l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, nous allons donc échanger sur ces leviers de décarbonation, le sens que peut prendre la sobriété dans le secteur, ainsi que les conséquences économiques, qu'elles soient macroéconomiques. Les développements de l'aérien ont été beaucoup guidés par les gains économiques et sociaux attendus de ce qu'on appelle la connectivité entre territoires, et qu'ils soient plus ou moins éloignés, mais aussi les conséquences économiques pour l'ensemble des acteurs concernés, certains, comme je le disais, étant régulés, d'autres étant des géants industriels comme les constructeurs, qui attirent derrière eux un tissu aussi de sous-traitance industrielle. Pour cela, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir 3 intervenants que je vais brièvement présenter dans leur ordre d'allocution. Donc, en ligne, Nicolas Polissen, délégué général de l'Union des aéroports français, précédemment de la Fédération nationale des transports routiers, donc, comme je l'évoquais, qui portera la voix des plateformes aéroportuaires et du secteur aérien plus largement. Puis Kevin Guité, sous-directeur du développement durable à la Direction générale de l'aviation civile,
précédemment d'autres postes dans l'administration dont je ne ferai peut-être pas la liste exhaustive, et je le dis quand même, évidemment diplômé de l'ENAC comme il se doit. Et enfin, Patrice Geoffron, docteur en économie industrielle, professeur à l'université Paris-Dauphine où nous nous trouvons aujourd'hui, spécialisé dans les investissements de la transition écologique, avec notamment parmi vos nombreuses responsabilités un rôle de pilotage de l'équipe énergie-climat ici, membre du conseil scientifique du CEA, d'Engie, de la commission de régulation de l'énergie, du cercle des économistes, et d'une façon particulièrement pertinente aujourd'hui, expert pour la Convention citoyenne pour le climat, dont on sera amené à reparler. Sans plus attendre, je passe la parole à Nicolas Policène pour écouter le point de vue du secteur. Merci. Bonjour, je voudrais remercier la CEP pour son invitation à participer à ce petit déjeuner. Et donc, je vais centrer mon intervention sur la feuille de route de décarbonation du transport aérien, feuille de route issue des travaux de l'article 301 et qui a été rendue le 14 février dernier au ministre compétent. Donc peut-être quelques chiffres quand même avant d'évoquer cette feuille de route. Bon, on considère qu'à l'échelle mondiale, en 2019, le transport aérien représentait 2,5% des émissions de CO2 d'origine humaine, soit un peu plus de 900 millions de tonnes. Et un tiers de ces émissions provient des vols domestiques et 2 tiers des vols internationaux. On considère en général que 80% des émissions proviennent des vols de plus de 1500 km, donc les vols long courriers. C'est pas inintéressant dans les débats sur les vols domestiques qu'on peut entendre en France. Les émissions mondiales de l'aviation sont évidemment en croissance continue. C'est vrai pour l'ensemble des transports en raison de l'accroissement du trafic. Bon, néanmoins, les émissions unitaires, c'est-à-dire par passager kilomètre parcouru, ont drastiquement baissé ces dernières années. Elles ont été divisées par 5 depuis 1960 et essentiellement, cela est dû au progrès technologique des aéronefs. Aujourd'hui, on peut dire que la dernière génération d'avions et de moteurs consomme entre 2 et 3 litres au 100 km par passager, ce qui est une performance. Alors évidemment, le transport aérien est une activité économique essentiellement internationale, organisée sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, et notre feuille de route s'inscrit évidemment dans ce cadre international. En octobre 2022, l'Assemblée de l'OACI a adopté pour le transport aérien l'objectif aspirationnel, comme on dit, de la neutralité carbone. On appelle ça le LTAG, neutralité carbone, d'ici à 2050. Et vous le savez, dans le cadre du Green Deal européen, l'Union européenne s'est également fixée pour objectif de parvenir à la neutralité carbone en 2050 avec une étape intermédiaire en 2030 de moins 55% d'émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Et afin d'aligner donc les politiques de l'UE sur cet objectif, la Commission européenne à l'été 2021 a publié le paquet Fit for 55. Donc, la décarbonation du transport aérien français doit s'inscrire dans le cadre du LTAG, des plans d'action agréés au niveau mondial suite à au LTAG, et bien sûr dans le cadre du Green Deal européen. Alors, nous avons élaboré pendant toute l'année 2022 la feuille de route article 301 du transport aérien. Et je rappelle que cette feuille de route, et c'est la loi climat et résilience qui l'impose, doit viser la coordination des actions mises en œuvre par chacune des parties prenantes de la filière du transport aérien pour atteindre les objectifs de baisse de gaz à effet de serre fixés par la SNBC, la stratégie nationale bas carbone intersectorielle. Et nous ne sommes évidemment pas le seul secteur qui a dû travailler à sa feuille de route de décarbonation. Donc, la feuille de route du transport aérien a été construite en cohérence avec la SNBC, pilotée par l'État, en intégrant les exigences de la SNBC 2, qui est la SNBC actuellement en vigueur, tout en anticipant les futures orientations beaucoup plus exigeantes de la SNBC 3, qui devrait donc être finalisée, mais Kevin Guité pourra en dire sans doute un mot dans les semaines qui viennent.
Alors, dans cette feuille de route de décarbonation du transport aérien, on a évidemment, compte tenu de notre contexte international, délimité 2 périmètres géographiques. Bien sûr, un périmètre français, tous les vols origine et destination France métropolitaine ou en Outre-mer. C'est le périmètre de la CNBC. Et puis un périmètre international défini comme l'ensemble des vols au départ de la France vers l'international. Et dans ces 2 périmètres, on a déterminé à chaque fois 2 scénarios. Un scénario qu'on a appelé action, qui est le scénario de base, et un scénario qu'on a appelé accélération, qui est un scénario beaucoup plus ambitieux. Les leviers, et Catherine l'a rappelé, les principaux leviers de la décarbonation du transport aérien sont évidemment le renouvellement des flottes par des avions plus performants, les innovations technologiques, l'optimisation des opérations aériennes, que ce soit les opérations au sol ou la navigation aérienne, l'incorporation de carburants aéronautiques durables, les SAF, et bien sûr l'introduction de premiers aéronefs à hydrogène. Tous ces leviers permettront donc d'atteindre nos objectifs de décarbonation. Donc, je ne vais pas vous détailler les 4 scénarios, puisque vous en avez 4, un scénario action et un scénario accélération pour le périmètre domestique, un scénario action et un scénario accélération pour le périmètre international, mais je vais vous donner simplement les chiffres de conclusion. Sur le périmètre France, sur le scénario de base, le scénario action, on prévoit une activité décarbonée à près de 80% à l'horizon 2015. Quand on prend le scénario plus ambitieux, on est à près de 90%, 92 pour être précis, à horizon 2050, bien sûr. Sur le périmètre international, dans le scénario de base, on est à une activité décarbonée à 77%, et puis sur le scénario accélération à 91%. Donc on atteint quasiment nos objectifs et on a recours évidemment, en attendant de pouvoir éliminer 100% des émissions de gaz à effet de serre, à la compensation, qui est un complément qui est vu dans notre feuille de route comme un complément aux efforts de décarbonation. Donc alors, la différence entre action et accélération, c'est le rythme des innovations technologiques et l'introduction plus ou moins massive de carburants aéronautiques durables. C'est ce qui explique la différence entre ces actions. Donc, comme je le disais, ces scénarios permettent de respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone actuelle et d'anticiper les futures orientations de la SNBC 3 que l'on connaît quelque peu. Autre indication, cette feuille de route prend en compte l'impact qu'aura évidemment l'augmentation des coûts dus à la transition énergétique sur le trafic aérien, et ce sont des modèles DGAC qui nous ont permis évidemment de mesurer cet impact. J'imagine que Kevin Guittet pourra en dire quelques mots. Alors, l'intérêt aussi de cette feuille de route, et je voudrais m'attarder quelque peu, sinon vous pouvez la trouver évidemment sur le site de l'UEF et sur les autres sites existants. L'étude a également établi les besoins en ressources énergétiques, en biomasse, en énergie électrique nécessaires aux différents scénarios. Ils sont significatifs, très significatifs notamment pour l'électricité, mais on considère qu'ils sont atteignables. Je vous donne un exemple pour le scénario accélération sur les 2 périmètres domestiques et international. En 2050, il faudrait à peu près 100 TWh de production électrique. La production actuelle est à 500. Donc, c'est vous dire l'effort en termes de production d'électricité. J'imagine que d'autres secteurs auront aussi des besoins. Et donc là, c'est le principal défi qui s'ouvre devant nous. C'est évidemment la production de l'électricité compte tenu de l'électrification des usages. On a déjà passé évidemment des messages à RTE qui, dans ces scénarios à horizon 5-10 ans, a intégré donc les besoins désormais du transport aérien. Alors évidemment, dans cette feuille de route de décarbonation, les aéroports ont un rôle important à jouer. Nous, on est dans le levier décarbonation des opérations qui renvoie à la fois aux opérations de navigation aérienne et aux opérations au sol.
C'est un gisement qui représente à peu près 10% d'économie en termes de GES. Et bien entendu, les aéroports, les activités aéroportuaires à proprement parler, représentent une petite part de ces 10%. La décarbonation de nos activités aéroportuaires nécessitera évidemment d'importants investissements et je voudrais vous donner quelques exemples d'investissements en aéroport liés à la transition énergétique. D'abord, les infrastructures de production d'énergie renouvelable sur site. Il va falloir nous en installer, par exemple les panneaux photovoltaïques, mais vous pouvez également travailler avec la géothermie, notamment c'est ce que fait par exemple la plateforme d'Orly. Les aéroports en général disposent de fonciers importants et donc les investissements pourront en matière d'énergie renouvelable sur site être importants. Deuxième exemple, la préparation des aéroports pour la fourniture des carburants alternatifs côté piste. Nous allons être confrontés demain, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, à la mixité énergétique. Il y aura les SAF, il y aura l'énergie électrique, il y aura demain l'hydrogène côté piste. Donc ça va demander évidemment des installations particulières d'énergie électrique haute puissance, des cuves pour les SAF et tout ce que nécessitera l'hydrogène. Donc ça, c'est un deuxième axe d'investissement important. Troisième point, des infrastructures d'approvisionnement pour la logistique des carburants aéronautiques durables, les SAF. Et quatrième point, les infrastructures IRVE, les bornes de recharge électrique, notamment pour les accès terrestres, puisque dans les aéroports, vous avez deux grandes sources d'émissions de CO2, les accès terrestres et puis évidemment l'avion. Voilà, donc comme je le disais, la difficulté pour nous, c'est de gérer la mixité énergétique, alors que jusqu'à aujourd'hui, on avait le kérosène uniquement. Alors, pour estimer les montants en investissement nécessaires, je me référerai à un rapport d'un cabinet d'études qui s'appelle SIO Amsterdam Economics. L'étude a été commandée par l'AC Europe et A4E, Airport Council International Europe. C'est notre organisation à nous, exploitants aéroportuaires à Bruxelles, et A4E regroupe les compagnies européennes. Donc, les chiffres que je vais vous donner, c'est évidemment pour les aéroports européens. Donc, ce rapport estime que nous aurons besoin de 9 milliards d'euros d'investissement pour améliorer l'efficacité énergétique des opérations au sol dans les aéroports avant 2050. Déjà, donc 9 milliards d'euros. Et à cela, il faudrait ajouter 18 milliards d'euros pour l'adaptation des infrastructures aéroportuaires à l'avion décarboné de demain. Donc, optimisation des opérations, 9 milliards, 18 milliards pour l'adaptation des infrastructures aéroportuaires à l'avion décarboné de demain. On est déjà à 27 milliards d'euros. Pour les compagnies aériennes, c'est beaucoup plus. À titre d'exemple, nous avons un texte dans le Fit for 55, le paquet européen qui traduit dans les faits le Green Deal européen. Dans le texte que l'on appelle l'AFIR, le règlement AFIR, dans ce texte, il est requis que les aéroports fournissent obligatoirement de l'électricité aux aéronefs stationnaires pour éviter justement que ces aéronefs utilisent les moteurs auxiliaires pour alimenter en énergie l'avion stationnaire. Rien que pour cette fourniture en électricité, selon les estimations d'un rapport, cette fois-ci du cabinet Oxera, également pour l'AC Europe, il faudrait, en fonction de la taille de l'aéroport, entre 5 millions d'euros et 74 millions d'euros par aéroport. Donc, ce sont des chiffres, évidemment, qui sont très importants. Alors, bien entendu, et j'en terminerai par là, je voudrais faire un focus sur l'impact de ce défi des investissements sur la régulation. La décarbonation des aéroports dépend bien sûr des investissements publics, mais également des investissements privés, des investissements hors secteur. J'ai évoqué la production d'énergie électrique tout à l'heure, et puis évidemment de la régulation, puisque nous sommes dans un secteur pour en tout cas les aéroports de plus de 5 millions de passagers qui regroupent l'essentiel du trafic français, ils sont régulés par l'ART. Donc, on a coutume de dire qu'il faut faire aujourd'hui évoluer ce cadre régulatoire pour prendre en compte
les enjeux de financement de la transition énergétique dans le secteur aéroportuaire. Pour nous, il y a une adaptation de ce cadre de régulation français aux enjeux de transition énergétique, parce qu'il y a évidemment des contraintes fortes dans ce cadre de régulation. Je citerai pour exemple l'exigence de rémunération, de modération tarifaire qui empêche évidemment les aéroports de répercuter dans leurs tarifs l'ensemble des coûts qui leur sont imposés, soit par les investissements ou l'inflation. Les aéroports aussi se plaignent d'une rémunération de capitaux trop faible, et donc que le secteur aéroportuaire aujourd'hui est un secteur beaucoup moins attractif qu'auparavant pour les capitaux privés. Cela en raison donc du risque régulatoire, j'appelle ça le risque régulatoire, hein, c'est ce cadre très très contraint qui pèse sur les aéroports. Aujourd'hui également, ce que l'on pourrait appeler d'une formule un peu rapide, l'insécurité fiscale. Alors l'exemple le plus caricatural, c'est cette taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport longue distance qui a été inscrite à la fin de l'été au PLF 2024. Et évidemment, donc, il y a également un risque de décroissance imposée, ce que vous appelez donc la sobriété en termes de trafic. Donc tous ces risques font que le secteur est aujourd'hui moins attractif pour les capitaux privés, et en tout cas il s'agit de préserver dans nos aéroports une rémunération du capital suffisante pour continuer à attirer ces capitaux privés, parce que évidemment les capitaux publics, on le sait, ne seront pas suffisants pour financer la transition énergétique dans les aéroports, et d'ailleurs également dans tout le mouvement de modernisation de nos plateformes, qualité de service, digitalisation, etc., etc. Ensuite, ce cadre de régulation ne permet pas aujourd'hui de prendre également en compte la diversification du modèle économique des aéroports, qui a été bousculé par le Covid, mais qui est également bousculé par ces enjeux de la transition énergétique. Je vous donne en exemple du coup les politiques de transition énergétique. Certains investissements des aéroports aujourd'hui et demain pourraient être décorrélés des activités aéroportuaires et du trafic. Par exemple, l'installation des panneaux photovoltaïques. Quid de ce type d'investissement dans le cadre de régulation aujourd'hui? Ce type d'activité, comme la production d'énergie, ne présente aucune complémentarité avec les activités aéroportuaires liées au trafic aérien. Donc, il pourrait par exemple être pertinent de les exclure de la barre. Donc, les besoins en investissement futur et les possibles stratégies de diversification vont nous générer des questions nouvelles que le cadre de régulation retenu devra être en mesure de traiter, en particulier donc tout ce qui concerne on pourrait imaginer que ces évolutions pourraient toucher par exemple les aménagements de la caisse unique, notamment pour prendre en compte toute cette diversification de l'activité. Voilà, j'ai peut-être déjà été trop long, mais je voulais quand même terminer par ce qui me semble être l'impact sur la régulation aéroportuaire à la française de ces enjeux de transition énergétique et de cette feuille de route de décarbonation du transport aérien. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous. Désolé d'arriver déjà en retard et dans un état pitoyable. J'ai pas vu. Bon, bref. Alors, effectivement, donc Nicolas soulignait, comme Nicolas le soulignait, on a travaillé étroitement avec l'UAF et tous les acteurs de la filière pendant l'année 2022 sur l'établissement d'une feuille de route de décarbonation de la filière. On avait auparavant été associé à l'étude de l'ADEME que vous mentionniez, et notamment les 3 scénarios. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les scénarios de l'ADEME. Donc on a 3 scénarios, dont un scénario qui était celui... Alors on était associé, mais quand même dans le ton de l'étude, on reconnaît bien la plume de l'ADEME. Le scénario privilégié, c'était celui qui mettait en avant les leviers de sobriété.
Et on a dans la feuille de route de la filière un scénario action, un scénario accélération, mais pas de scénario recul ou arrêt. Même si l'impact et des coûts de la transition écologique énergétique sur le transport aérien se voit, et on l'a pris en compte dans la feuille de route article 301. Nicolas a recadré, a expliqué le contexte de cette feuille de route article 301. Pour moi, c'est important de la présenter comme effectivement prise en application d'un article de la loi climat résilience et dans le cadre de la planification écologique, avec la publication de la PPE. Bon. Je vais revenir ensuite sur la Convention citoyenne pour le climat et la loi climat résilience. En fait, ce qui est intéressant dans la loi climat résilience, c'est qu'on a 7 mesures qui demandent aux secteurs les plus émetteurs de faire des feuilles de route de décarbonation. Et on a, s'agissant du transport aérien notamment, des mesures qui relèvent principalement de la sobriété. Donc le levier que les acteurs de la filière, et on les comprend bien, n'avaient pas voulu évoquer dans le cadre de la filière, finalement c'est à eux de répondre à la demande de transport aérien, et c'est pas la maîtrise de la demande ne doit pas être de leur fait, donc on les comprend. Mais les leviers qui sont mis en place, qui sont privilégiés dans la loi climat résilience, c'est bien des leviers de sobriété. Et donc, Nicolas précisait aussi qu'on était en fait, dans cette feuille de route article 301 en fait, à mi-chemin entre une SNBC 2 qui était adoptée, qui servait de guide à la filière pour vérifier l'ambition des trajectoires, en matière de décarbonation notamment, enfin principalement d'ailleurs, et la construction de la nouvelle stratégie nationale bas carbone qui effectivement est en train d'être finalisée, avec des enjeux, alors une présentation de la feuille de route article 301, un peu comme un contrat d'objectifs et de moyens, donc avec des engagements de la filière, mais aussi en contrepartie des demandes vers l'État pour rendre possible cette décarbonation au niveau d'activité qui était celui qui était prévu dans la feuille de route. Ça, c'est une donnée d'entrée, au même titre que l'ADEME, que les trajectoires de l'ADEME et d'autres, dans les scénarios de énergie-climat de la politique, la PPE et la SNBC, donc Programmation pluriannuelle de l'énergie et Stratégie nationale bas carbone. Alors, on a des enjeux. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a dans ces études, de ces trajectoires sectorielles, finalement, des trajectoires qui font abstraction des besoins et des capacités de décarbonation des autres secteurs. Et précisément, la SNBC et la PPE visent à vérifier que tout rentre dans un cadre qui est donné par les objectifs climatiques de la France et les nécessités de boucler en termes de biomasse et d'énergie. Donc ça nécessite d'arbitrer entre les besoins des différents secteurs et on est, dans le cadre de la feuille de route article 301, sur effectivement une donnée d'entrée qui demande à l'État effectivement une prise en compte appropriée dans les trajectoires, mais qui exprime aussi un certain nombre de besoins et charge à l'État de trouver les moyens de le satisfaire ou, le cas échéant, de revoir la copie par des mesures de sobriété. Alors, avec des sujets sur la façon dont on prend en compte la sobriété dans des exercices de planification de ce type. Et je pense que l'expérience prouve que ce n'est pas très facile. La sobriété, je regarde un peu l'heure. Sur la sobriété, du coup, je disais, la sobriété, finalement, c'est quand même des mesures qui sont pratiques, entre guillemets, dans un cadre de planification écologique, parce que tout à coup, on détend toutes les contraintes, on émet moins de CO2, on a besoin de moins de biomasse et on a besoin de moins d'électricité. Donc, c'est quand même assez attractif. Il faut quand même se souvenir qu'en face, il y a une activité de service, des intérêts économiques et en fait un facteur de production de l'économie française. Le transport aérien, on a tendance à l'oublier quand on parle de décarbonation et dans le débat public, mais c'est aussi une valeur ajoutée pour l'économie française, pour les territoires, et c'est important d'avoir ça en tête. Je pense que pour justement, alors maintenant je vais aller un peu sur les mesures de sobriété, puisque on voit qu'on avait, en tout cas dans le cadre de la loi climat résilience, un grand écart entre les propositions des citoyens d'un côté et de l'autre côté la feuille de route où on n'a pas de sobriété. Et pour moi, sur la façon d'évoquer la sobriété, c'est important de préciser un peu les enjeux économiques du transport aérien d'une part, et d'autre part donner une grille de lecture qui permettent de comprendre l'intérêt des mesures de sobriété et de débattre de leur opportunité. Alors, sur la grille de lecture,
sur les enjeux économiques, on est sur une activité internationale. Les émissions des vols au départ de la France, c'est 24 millions de tonnes de CO2. C'est 900 millions à l'international, quand on compte l'international et le domestique à grande échelle. On aimerait tous faire de la sobriété, mais on peut porter avec une ambition forte que les mesures au niveau national. Et plus on monte au niveau international, et plus on a de contraintes pour porter des mesures ambitieuses. Et donc il faut trouver le meilleur équilibre sur la décarbonation et tous les leviers dans leur ensemble, mais particulièrement sur la sobriété, en fonction du niveau auquel on porte les mesures. On peut être ambitieux au niveau français quand on est sur le transport aérien domestique, même s'il y a des limites, d'ailleurs liées au droit communautaire par exemple. On est quand même forcément moins ambitieux quand on demande des actions de sobriété et même un but aspirationnel de neutralité carbone à l'horizon 2050 que beaucoup perçoivent comme finalement une cible peu ambitieuse, alors que ça a été arraché de haute lutte et qu'on vit ça à côté des GAC comme un succès important parce que ça permet de partager une ambition commune avec des États qui sont encore moins qui consomment moins de transport aérien et qui voient ça encore aujourd'hui comme un facteur de développement très important pour leurs économies. Donc on a cette dimension internationale qui pèse sur l'ambition qu'on peut avoir. On a la dimension internationale, elle est aussi importante sur la question de la compétition internationale. Parce qu'on est très largement sur des accords de ciel ouvert avec des compagnies aériennes notamment qui ne jouent pas avec les mêmes règles en matière économique, sociale et environnementale. Et donc, il faut trouver la façon de faire passer des mesures, quand on envisage des mesures de sobriété, qui ne pénalisent pas trop les acteurs économiques français et le transport aérien au sens large en France. Pas que par les acteurs du transport aérien, mais aussi parce qu'on est justement parce que le transport aérien, c'est aussi une activité économique en tant que telle. Je veux dire, au-delà de l'activité de ces acteurs, je disais tout à l'heure, un facteur de production de l'économie, c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est quand même un peu mon idée. On sait que la connectivité, c'est un élément important. Connectivité, donc c'est la qualité des dessertes. C'est un élément qui est très important pour attirer des sièges sociaux et pour le dynamisme économique. Et donc, on veut soutenir la connectivité. Et ça nécessite d'avoir des acteurs français forts. Et en France, on est quand même bien placé avec une compagnie française, Air France, qui a une plateforme de correspondance avec des économies de réseau qui lui permettent, parce qu'on a justement ces économies de réseau, d'avoir une connectivité riche qu'on n'aurait pas si on n'avait pas les économies de réseau. Donc on doit préserver, quand on s'intéresse à la sobriété, la capacité d'avoir ces effets de réseau. Et donc ça nécessite une attention particulière sur les mesures de sobriété. Et alors, il y a aussi sur l'aspect international, la compétition internationale, et ça, je sais que Nicolas Polissen et l'UAF sont très sensibles à cette question. C'est aussi une question de compétitivité prix, aussi sur l'ensemble des aéroports. Pas qu'il y a un intérêt aussi de la desserte, une compétition internationale pour les territoires touristiques, pour les aéroports. Et ça, c'est la compétitivité prix, c'est un point important. Et donc, Nicolas connaît bien notre observatoire des coûts de toucher, où justement, on fait un zoom sur le positionnement des aéroports français en la matière. Donc des enjeux qui sont importants à avoir en tête quand on s'intéresse à la sobriété dans le transport aérien. Et une grille de lecture pour analyser les propositions de sobriété. Donc l'impact sur le climat, c'est quand même ça qu'on vise quand on cherche à faire de la sobriété dans le transport aérien. La dimension économique, donc la capacité à préserver donc l'économie des acteurs nationaux, mais aussi du fait de ces effets de réseau, du fait de l'importance dans l'attractivité des territoires, un impact économique plus large. Donc ça, c'est aussi à considérer. Et la dimension justice sociale. Et alors, en fait, j'ai perdu l'heure. J'ai combien de temps encore ? Quelques minutes. Bon, je courais pour venir, je cours encore. Donc ça, c'est une grille de lecture que je trouve intéressante d'analyser sur les mesures de sobriété qui ont été poussées dans la loi climat résilience, parce que ça permet de montrer les débats qu'on a eus dans ce cadre, qui est un cadre très important et qui a été dimensionnant, et pour mon activité personnelle, parce que je coordonnais ça au niveau DGAC, mais aussi pour le secteur, parce qu'il y a des mesures qui font encore parler aujourd'hui, et je pense que Nicolas ne me démentira pas si je parle de la mesure sur les 2h30 notamment. Donc
pour les mesures de sobriété qui étaient dans la loi climat résilience, il y avait une mesure sur une taxe. Alors, je fais le lien entre Convention citoyenne pour le climat et la déclinaison sans filtre, ou presque sans filtre, dans la loi climat résilience. Donc on avait une proposition de taxe très importante, là, qui en fait triplait la fiscalité du transport aérien, et qui était insoutenable. On ne peut pas, pour des raisons même de choc sur l'économie, on ne pouvait pas envisager une réforme aussi forte de la fiscalité. Donc ça a été rapidement écarté au profit d'un rapport sur le prix du carbone qui permet qu'on doit encore d'ailleurs, mais il est presque fini, qui permet de suivre le prix du carbone appliqué au transport aérien. Donc on avait cette mesure-là, mais ensuite on a eu des mesures plus contraignantes, et notamment des mesures réglementaires. Une mesure d'extension. Alors la mesure de la loi climat résilience, c'est l'interdiction d'extension de création d'aéroports. Je ne veux pas rentrer dans la façon dont ça a été transcrit dans la loi, mais c'est une première mesure. Mais la mesure qu'on a le plus discutée, c'est la mesure sur l'interdiction des vols quand il y a une alternative ferroviaire. Alors je crois que le terme initial c'était rapide alors du coup je paraphrase vraiment, mais en gros rapide et pas cher en train en moins de 4 heures. Ça a été transcrit par une mesure finalement. Le seuil a été ramené à 2h30. Et la mesure illustre un peu les difficultés qu'on peut avoir quand on met en place ce type de mesure, parce qu'on s'inscrit encore une fois dans un contexte international. Donc l'interdiction sur la mesure sur les vols quand il y a une alternative en moins de 2h30, une alternative à bas carbone, il a fallu utiliser une dérogation du règlement européen 1008-2008 sur les services aériens pour cause de problèmes environnementaux graves, alors qu'on est en train de parler sur ces mesures, et c'est ce qu'on lit de la part des opposants au transport aérien, sur une part marginale des émissions. Donc difficulté à passer la mesure au niveau de la Commission européenne parce qu'il fallait faire appel à cette dérogation, parce que les vols domestiques alimentent aussi la plateforme de correspondance de CDG. Et là, je vous parlais tout à l'heure de l'importance des effets de réseau et de la bonne connectivité, la bonne alimentation du hub de CDG. Se priver de ces vols d'alimentation du hub, quand on a un marché domestique comme le marché français, c'est quand même se priver d'un avantage concurrentiel important. Et comme je le disais, avec la connectivité, un retour vers les territoires, vers la capitale, vers tout le monde en fait. Donc on avait cette volonté de préserver l'alimentation du hub, mais c'est compliqué à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails des échanges avec la Commission européenne, mais ça a été compliqué à faire accepter. Et du coup, la rédaction du décret d'application s'écarte quand même pas mal de la formulation de la loi climat résilience. Et toujours sur ce sujet-là, oui, il y avait aussi un sujet de vol décarboné, parce qu'on tenait à mettre en avant le fait qu'on ne lutte pas contre l'aérien, mais on lutte contre le carbone lié au transport aérien. Donc on voulait laisser en droit la possibilité d'envisager que les vols un jour soient décarbonés. Et Nicolas Polissen l'a expliqué, hein, on y travaille collectivement, notamment avec les carburants d'aviation durable et les progrès des uns et des autres, notamment la contribution des aéroports sur l'efficacité opérationnelle. Et donc là aussi, il y a eu des débats avec la Commission européenne parce que la vision de ce que c'est qu'un transport aérien décarboné n'est pas complètement la même à Bruxelles sous la plume du législateur. Donc une mesure difficile à faire passer, mais une mesure symbolique quand même, et aussi une perspective dans le décret d'application pour encourager les acteurs, puisqu'on finalement conditionne l'extension de la mesure à la mise en place de liaisons, de connexions ferroviaires de bonne qualité qui permettraient en fait de substituer sur les tronçons d'alimentation du hub de CDG des liaisons ferroviaires à des vols. Donc de travailler finalement aussi sur la décarbonation par le développement de l'intermodalité. Puis aussi, je l'évoque, mais il y a quand même un sujet de compétition sur les liaisons sur certaines lignes. Hein. Quand on se prive de l'alternative de l'aérien, on laisse quand même un opérateur ferroviaire qui est... alors c'est ouvert à la concurrence, mais sur certains tronçons, elle met un peu plus de temps à arriver que d'autres, et donc il y a des impacts aussi en termes de mobilité. Donc une mesure complexe, mais je trouve que c'est intéressant d'évoquer les enjeux d'une mesure comme ça pour vous faire comprendre les enjeux du transport aérien.
quand je parlais de dans la grille de lecture, la question de la justice sociale, elle est intéressante quand on regarde cette mesure parce que on associe les mesures qui travaillent sur le signal prix à des mesures qui sont injustes socialement parce qu'elles pèsent certes sur les bourses des plus riches, mais elles excluent du transport aérien les plus pauvres, et on a tout un débat sur la démocratisation du transport aérien. Donc avoir cette grille de lecture sur la justice sociale, quand on met en place des mesures de sobriété dans l'aérien, mais aussi sur l'ensemble des secteurs, parce que je pense qu'on est aussi visé, parce qu'il y a une problématique à l'échelle plus grosse, plus large de justice sociale, c'est intéressant. Et si est-ce que j'ai une minute encore? Bon, allez, je m'installe. Une autre mesure intéressante, toujours pour mettre en avant et peut-être boucler la boucle d'ailleurs, et revenir sur les questions de SNBC, c'est la mesure sur la compensation obligatoire des vols domestiques. Donc on a cette mesure-là qui a été mise en place, un peu, pas forcément d'ailleurs appréciée de tous les... le terme me plaît pas trop, mais là j'en trouve pas de meilleur, mais tous les écolos, parce que la compensation est assez controversée. Mais effectivement, on a dans le cadre de la SNBC, et même dans toutes les trajectoires, finalement des puits de carbone qui permettent des émissions résiduelles à 2050 tout en étant neutre en carbone, donc l'importance des puits de carbone. Et l'idée de cette mesure, c'était, avec un signal prix qui n'a d'ailleurs pas été mis trop en avant dans l'étude d'impact de la loi climat-résilience, de financer des puits de carbone et d'être dans cette logique de neutralité carbone de l'activité. Donc une mesure qui est vertueuse à cet égard parce qu'elle est dans la logique de la planification écologique avec la compensation des vols. Elle s'inscrit du coup vraiment dans cette optique de neutralité carbone. Et juste sur le signal prix qu'on n'a pas trop évoqué dans l'étude d'impact, on est là sur des mesures qui portent sur les liaisons d'alimentation du hub de CDG et donc qui créent des distorsions de concurrence en défaveur de l'opérateur de réseau français en matière d'aérienne, d'Air France, puisque l'Air France paye la compensation sur les liaisons d'alimentation des hubs, alors qu'il n'y avait pas un trajet à destination de Dubaï, enfin qui transite par Dubaï ou par Istanbul ou même par Francfort, ne paye pas cette compensation. Donc, voilà, des sujets sur les mesures, pour mettre en avant ces difficultés de mesures de sobriété et la grille de lecture. Voilà, j'ai un peu évoqué ce que je voulais dire. Merci à tous. Merci de l'invitation. Merci, Kevin. Très heureux d'avoir fait ta connaissance et d'avoir pu échanger hier. Et au regard de tout ce que j'ai appris depuis, non pas 8h30, mais 8h45, début de ce petit déjeuner. Merci Eric, à chaque fois qu'il est question de solliciter quelqu'un qui a des idées un peu vagues, mais qui peut réagir à un certain nombre de propos. Merci de me faire l'amitié de me convier. Et donc quelques remarques en réaction à ce que j'ai entendu, aux discussions qu'on a eues hier, et puis tout de même à quelques travaux ou aventures que j'ai eues avec le monde aérien, aéroportuaire notamment, et plus globalement à des travaux à la fois conduits sur le monde des transports, sur les usages de la biomasse, sur à l'avenir les besoins en électricité. Et donc je vais essayer de touiller tout ça pour réagir à un certain nombre de choses que j'ai entendues. Ma première remarque, c'est qu'il va quand même falloir qu'on se laisse du temps. J'ai sous les yeux, tu peux confirmer, dans France Nation Verte, ce qui est envisagé en matière de décarbonation des transports et ce qui est envisagé naturellement dans la perspective de 2030. Et donc on nous dit, c'est quoi le plan? Choisir la voiture électrique légère, favoriser l'utilisation des transports en commun, faciliter le passage au vélo, ça c'est très bien, inciter au covoiturage. Et ensuite on descend et on trouve, on descend très bas et on trouve efficacité énergétique des avions. Mais alors, on a bien compris que là, il y a peu de chances que ça ait un effet transformant évidemment à l'horizon 2030. Sobriété dans l'aérien, là il y a un levier, j'y reviendrai, mais un levier, tu l'as dit, pour les chiffres que tu as évoqués, sur lesquels on a assez peu la main. Et puis les questions ensuite de biocarburants, etc. Et tout ça va prendre du temps. Donc moi, ma première observation, c'est qu'il faut naturellement qu'on réfléchisse, qu'on avance. Il y a un besoin de progrès technique, il y a un besoin de régulation, et il y a un besoin d'effort de sobriété. Mais de fait, la non-substituabilité de l'aérien dans beaucoup des usages, et a fortiori naturellement pour un grand pays comme la France, enfin un grand pays en matière touristique, et a fortiori pour Paris, qui est une des villes les plus désirées du monde, ben voilà, on ne va pas transformer le paysage
Déjà l'horizon 2030, qui est l'horizon de référence pour la politique publique présentement, et évidemment, en revanche, il y a un impératif à le faire à l'horizon 2050. Néanmoins, il me semble qu'il ne faut pas négliger la valeur des efforts de sobriété à court terme pour toute une série de raisons, non pas au regard des tonnes de CO2 qui seront abattues, mais au regard de manière transverse dans notre société sur tous les usages de l'obligation de s'appliquer un effort de sobriété, notamment parce que derrière tout ça, on a quand même un truc qui s'appelle le baril de pétrole, qui est fractal depuis 2008, qui a valu à certains moments 20 et qui pourrait valoir 200 à la fin de la matinée, pour différentes raisons. Donc voilà l'intérêt qu'on peut avoir. Et moi, je peux témoigner, Eric pourra surenchérir, des efforts, par exemple, qu'on fait dans cette université. Donc on est tous dans des labos qui sont des labos 1.5, alors 1.5 comme la référence à 1,5 degré, et dans lesquels on essaie de voyager avec discernement, notamment si on a des cheveux gris et qu'on a beaucoup voyagé par le passé, ce qui a été bien trop notre cas, Eric et moi, eh bien on essaie de le faire avec discernement, d'avoir moins de restrictions naturellement, et pour les étudiants et pour nos doctorants et doctorantes qui doivent se constituer des réseaux. Et je vous prends un autre exemple de non-substituabilité. J'ai commencé en début d'année mon cours rituel, qui est un cours auquel j'attache une importance toute particulière sur climate change pour les étudiants internationaux qui viennent passer un semestre ou une année à Paris. J'ai 16 nationalités, et sur ces 16 nationalités, à l'exception de quelques Allemands, et je doute d'ailleurs qu'ils soient venus en train, pour la plupart, il y a une obligation de venir nous rejoindre en avion. Donc cette non-substituabilité, elle est, il me semble qu'il n'est pas indispensable de la développer longuement, en gardant à l'esprit, pour moi qui travaille beaucoup avec le monde ferroviaire, ça me frappe, à quel point finalement le monde aérien est économe en infrastructure. Alors, évidemment, il y a des aéroports, mais une fois qu'on a décollé, il y a des nuisances qui peuvent être associées à la période de décollage et d'atterrissage, etc. Et évidemment, il faut réguler les sillons, mais de fait, comparativement aux infrastructures terrestres, on a là, et je pense qu'on le souligne trop peu, un système qui est particulièrement économe en infrastructure. Évidemment, tout ça sera merveilleux dès lors que l'ensemble de l'écosystème sera décarboné, ce qui n'est pas le cas. Donc, première remarque. Deuxième remarque, qui est plutôt une réaction, un codicile à ce que je viens d'indiquer, dans la nécessité de s'accorder du temps pour ces transformations et d'y accorder évidemment beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement intellectuel. Il y a également les contradictions de politique publique. Je vous renvoie à la lecture ce matin dans les Échos, à une tribune de Willy Walsh, qui est le DG de l'IATA, et qui attire notre attention, dans le cas français, sur la volonté forcenée, et qui est très sympathique par ailleurs et plutôt louable, d'attirer des tas de gens de par le monde au travers de la Coupe du monde de rugby en ce moment, au travers des Jeux Olympiques, etc. Et puis dans le même temps, de mettre des contraintes, notamment des contraintes sous forme de taxes, qui pourraient avoir un effet accélérateur ou pas, et je suis assez dubitatif, sur le transport aérien ou les plateformes aéroportuaires. Deuxième remarque qui est un peu dans le prolongement de la valeur de la sobriété. Cette valeur de la sobriété, il me semble qu'elle est absolument essentielle parce qu'on va se retrouver face à une série de contraintes dans la transition qui vont antagoniser l'acceptabilité de toute une série d'investissements ou de contraintes en matière de transition environnementale. Catherine, tu l'as rappelé, tu l'as évoqué, j'ai fait partie de l'équipe d'experts qui a accompagné pendant un an, un peu plus même, la Convention citoyenne pour le climat, qui a été une expérience absolument passionnante, et dans laquelle, à un bout du spectre, au début, on trouve 150 citoyennes et citoyens qui nous représentent vraiment dans tout ce qu'on peut imaginer en termes de diversité. Et puis, au bout d'une année de travail, vous trouvez 150 mesures qui sont votées pour la plupart à 95%, y compris en matière de contraintes dans le transport aérien. Seule l'une d'entre elles a été votée un peu moins haut à 70%, le 110 km sur autoroute versus 130 km. Mais de fait, si on regarde les sondages aujourd'hui en France entière, eh bien, on voit bien qu'on n'est pas à 70% d'adhésion, sinon on aurait déjà adopté cette mesure, ce qui avait été le cas en 1973. Hein. Si vous avez comme moi des cheveux blancs, vous vous souvenez peut-être
qui est un Premier ministre qui s'appelait à l'époque Pierre Messmer et qui pourtant était sous la houlette d'un président de la République qui déjà adorait la bagnole, Georges Pompidou, eh bien, on avait passé pendant 18 mois la vitesse de 140 à 120 sur autoroute. Je referme cette parenthèse donc pour revenir à la Convention et pour témoigner du fait que, vu de l'intérieur et au regard du travail qui a été fait, il y a à la fois une acceptation des contraintes qui est très très forte en sortie de Convention, et par ailleurs, et c'était également dans le cahier des charges de ce qui était confié à la Convention, une très très grande sensibilité à, et c'était le mandat, la justice sociale, disons, associée à ces contraintes. Et il y a de bonnes raisons d'imaginer que les flux aériens très visibles dans certains endroits peuvent être des points de tension à l'avenir. Et donc dans ce cadre, voilà, la valeur de la sobriété, même si elle est symbolique, et il me semble que ce terme, tu l'as évoqué, Kevin, quelques fois, il me semble qu'elle a une valeur qui est très difficile à ramener en termes économiques, mais qu'il ne faut sans doute pas négliger. Troisième remarque, l'intermodalité. Là, je reviens pour moi dans une zone de confort, mais ce n'est pas simplement pour m'y réfugier, pour témoigner du fait que j'ai eu à travailler, et pour Aéroport de Paris, et pour Aéroport de Paris / SNCF Réseau, sur des problématiques d'intermodalité. Et lorsqu'on creuse ces questions, j'ai notamment eu à travailler sur le projet Charles de Gaulle Express. Et lorsqu'on travaille sur ce type de problématiques, donc qui pose également des tas de problèmes d'acceptabilité, etc., on découvre des choses qui sont très préoccupantes. À certains moments de l'année, sur l'autoroute A1, on se retrouve avec des flux qui, pour 40%, alors c'est un travail qui remonte à quelques années, mais je ne suis pas certain que ça ait très sensiblement évolué, donc qui, pour 40%, peut-être la moitié par moment, viennent de Charles de Gaulle. Et lorsqu'on vient creuser ce type d'analyse, bon, il y a à la fois un effet en termes de CO2, mais qui n'est pas totalement déterminant, évidemment, par rapport aux émissions des avions. En revanche, vous avez des effets en termes de pollution de l'air. Moi, je suis allé croiser différentes données, notamment des données d'Airparif. Et vous avez à l'arrivée, donc vous visualisez évidemment l'autoroute A1 qui à un moment vient buter sur le périphérique. Et on se retrouve là dans le tunnel du Landy. Et au-dessus, il y a la population qui a parmi les niveaux de revenus par habitant les plus faibles de l'Île-de-France. Et vous avez à certains moments, c'est pas très surprenant, les pics de pollution de l'air les plus élevés de l'Île-de-France. Donc là également, on a un problème, me semble-t-il, qui doit inviter à travailler tout spécifiquement sur l'intermodalité, en ayant à l'esprit que, évidemment, parmi les nuisances qui peuvent être associées à différents modes de transport, et notamment à l'aérien, il y a le CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a notamment des pollutions locales par ailleurs, et à ce moment-là, il faut regarder le flux de bout en bout. Et puis regarder également l'intérêt économique de la fluidification, qui ne se traduit pas uniquement en termes de pollution évitée. Ce qui est la valeur de la pollution évitée peut être très élevée, hein. Les travaux du Sénat nous disent que la pollution de l'air en France, son coût, alors le coût il n'est pas totalement centré sur la plaine Saint-Denis, mais au niveau national, la pollution de l'air c'est 2% du PIB par an, hein, 50 milliards, donc de fait c'est pas rien. Et puis les tonnes de CO2 évitées à partir de 2030, selon la valeur tutélaire de France Stratégie, c'est 250 € la tonne, 500 € la tonne en 2040, 750 € environ en 2050. Donc ne négligeons pas ce qui se passe à la sortie de l'avion, si je puis dire, et à la sortie de l'aéroport. Et ne négligeons pas également au regard de l'effet fluidité, la valeur en termes d'attractivité de la fluidité. Pour l'heure, Paris est une ville qui reste encore suffisamment merveilleuse pour qu'on supporte, pour gagner du temps, je vais parler directement, les emmerdements pour venir jusqu'à Paris, ou éventuellement pour ressortir de Paris. Mais de fait, lorsqu'on regarde la compétition avec Londres, lorsqu'on regarde la compétition avec Amsterdam, elle n'est pas nécessairement, en tout domaine, notamment pour ce qui est de la fluidité, à l'avantage de Paris. Bon, ce type de comparaison a ses limites parce que la désirabilité d'Amsterdam et de Paris ne se situe pas exactement au même niveau. Mais donc, voilà, ma troisième observation, elle est que la question qui nous réunit ce matin, tout ne se joue pas dans le ciel. Ça nous a été dit sur les efforts faits par les plateformes aéroportuaires. Il me semble qu'il faut aller en dehors des plateformes aéroportuaires et regarder l'intégralité des flux, y compris en termes d'attractivité.
Et puis, dernière remarque qui renvoie aux 100 TWh évoqués tout à l'heure. Moi, je passe mon temps à discuter avec des filières industrielles dans lesquelles... alors hier, par exemple, on avait chez Engie une discussion sur les usages de la biomasse. Alors la biomasse, on lui prête toutes les vertus, et c'est vrai, on lui entrevoit tous les usages à l'avenir, et pourquoi pas, mais on n'en aura pas suffisamment par rapport à tout ce qu'on veut en faire. Et puis, par ailleurs, pour ce qui est des problématiques de compensation, le puits forestier s'est effondré depuis 2010, et moi, je travaille avec des gens qui, pour le coup, ont de vraies compétences sur ces questions, notamment de l'INRAE. J'ai fait un rapport sur la question avec Monique Axelos, qui est directrice de recherche à l'INRAE, un rapport pour la Creux l'an dernier. Et pour l'instant, nos collègues de l'INRAE sont plutôt dans un état de stupeur pour comprendre ce qui se passe dans le puits forestier et la manière d'inverser la tendance. Mais au-delà des usages de la biomasse de manière plus générale, une question qui va se poser, et c'est une question dans laquelle il va falloir débattre, et ça va être très compliqué, c'est la question de l'ordre des mérites dans les usages d'un certain nombre de ressources qui sont des ressources limitées dans la décarbonation. Et donc, si on raisonne simplement en termes de térawattheures disponibles, j'entends bien, et moi je travaille avec des acteurs qui vont s'efforcer d'installer des électrolyseurs en France de telle manière à produire de l'hydrogène, et j'ai pas d'hostilité évidemment, mais j'entends que évidemment la chimie, la pétrochimie va avoir besoin d'hydrogène, j'entends que la sidérurgie va en avoir besoin, j'entends que les cimentiers en veulent, et j'entends qu'assez légitimement le monde aérien en veut aussi. Et puis j'entends également qu'on a un président de la République qui veut faire de la France une nation verte / industrielle et attirer des investissements industriels, et on peut s'en réjouir. Et attirer notamment au regard de la capacité à fournir une énergie décarbonée, et en particulier une électricité décarbonée. Et donc, il va falloir qu'on ait ce débat. Il me semble que dans la manière dont les choses sont envisagées dans le plan de planification, et qui est un travail remarquable par ailleurs, hein, et on n'avait à l'évidence pas l'équivalent jusqu'alors, mais en tout cas, dans le travail de planification qui a été proposé, on n'a pas résolu les contradictions qui, pour un certain nombre d'entre elles, vont arriver après 2030. J'ai lu attentivement ce que nous dit RTE à l'horizon 2035. Je vois plus de problèmes posés de manière très claire que de solutions. Et donc, il faudra qu'on fasse émerger les solutions. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Nous avons devant nous une vingtaine de minutes pour échanger sur les questions qui pourraient provenir de la salle, ainsi qu'en ligne si vous en avez. Voilà. Vous aviez une question. Monsieur a levé la main en premier et ensuite... Bonjour, Dominique Chauvin, prospectiviste. Merci beaucoup pour ces 3 belles présentations. Elles évoquent beaucoup de remarques. Malheureusement, je vais essayer de me cantonner à 2 seules. La première, c'est que le secteur de l'aérien, c'est un sujet éminemment prospectif. Et je crains qu'on n'a pas beaucoup, malheureusement, évoqué la prospective aujourd'hui là-dedans. Et si on évoque la sobriété, qui est un problème un peu court terme par rapport à cette grande prospective qu'il va falloir mettre en place, on peut s'interroger, mais je ne vais pas le faire parce que Patrice l'a fait à ma place. Je dirais simplement quelque chose de plus cruel, c'est qu'on a eu une enquête parlementaire pour le défaut de souveraineté de la France au sujet du nucléaire, mais la raison principale à l'époque, il y a 10 ans, pour laquelle on a réduit notre production d'électricité, c'était justement parce qu'on avait mis la sobriété comme un principe idéologique à la base. Et donc la question, c'est vraiment les 100 TWh. Et donc sur l'électricité, on est obligé de courir maintenant et on a 10 ans de retard et nos réacteurs n'arriveront pas avant 2035. Du coup, les 100 TWh, c'est la question. Mais c'est là où je fais ma deuxième remarque à
Patrice Geoffrion, c'est que là où on va manquer de quelque chose, c'est pas du tout d'électricité, c'est pas du tout d'hydrogène, et c'est beaucoup plus grave. Là où il y a un sujet dont on va manquer, c'est du CO2 biogénique. Et le CO2 biogénique, c'est quoi? C'est le CO2 issu de l'atmosphère par le truchement de la biomasse. Et on revient à la biomasse, mais le problème que tout le monde a compris aujourd'hui, que la biomasse va être limitée avec des priorités suivant les uns et les autres, c'est vrai, mais on peut être beaucoup plus intelligent que ça et s'amuser à aller capturer le CO2 de la biomasse, non pas pour aller le stocker, mais bien pour aller faire des carburants de synthèse, pour aller faire du méthanol de synthèse, parce que dans les besoins, on oublie le transport maritime qui, lui, a déjà démarré, avec des milliers de bateaux qui sont en train d'être convertis aujourd'hui et qui passera bien avant le transport maritime. Et donc je termine en disant, par rapport au travail remarquable de la planification écologique, c'est remarquable en apparence, mais ce travail a un énorme contresens prospectif que j'ai signalé, y compris à Macron, c'est que le contresens, c'est qu'on impose de faire en France du CCS, c'est-à-dire du Carbon Capture and Storage, soi-disant pour décarboner les cimentiers, alors que on va avoir un besoin cruel de CO2, on va manquer de CO2 biogénique, et donc par ordre de priorité hiérarchique, on pourrait dégager un peu de CO2 qui viendrait des cimenteries pour faire du CCU et oublier le CCS qui, pour 1000 raisons, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais que j'ai expliqué à Macron, c'est un contresens prospectif. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux répondre tout de suite? Oui, juste en réaction, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Il y a une vraie réflexion en France à l'heure actuelle qui est en train de se lancer avec des décisions de régulation à horizon court sur le CCUS, donc le U étant utilisation, avec notamment un travail de la Creux qui doit aboutir au mois de... Et je te rejoins sur les usages qu'on peut faire. Une remarque sur les térawattheures. Il me semble qu'il y a évidemment deux questions. Une fois qu'on sera très avancé dans la décarbonation, comment est-ce qu'on alloue entre les besoins tous légitimes des différentes filières? C'est la question de l'ordre des mérites, mais d'ici là, comment est-ce qu'on produit cette électricité? Moi, je suis assez surpris de ce que j'ai compris hier de l'accord entre la France et l'Allemagne, enfin disons l'accord européen qui semble mettre fin aux tensions. Moi, il me semble que pas du tout. Enfin, on s'est mis d'accord à peu près entre Français et Allemands, mais ça ne nous dit rien du prix de l'électricité en France et puis de la manière dont EDF et d'autres vont financer massivement les investissements qu'il va falloir faire très très vite. Donc la question, c'est pas uniquement l'allocation des térawattheures, c'est la production des térawattheures. Merci. Il y avait deux questions par là-bas. Je vous propose de les regrouper pour avoir le temps d'en prendre plus et on s'en... C'est bon. Une question très simple d'un citoyen lambda, c'est au niveau de la publicité. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on avait encore des publicités EasyJet qui mettaient en avant des voyages assez lointains. Donc a priori, en termes d'acceptabilité sociale, ce serait assez facile d'interdire ça. C'est pas très contraignant dans la vie des gens que de ne pas voir de pub. Et les impacts en termes de sobriété semblent assez évidents. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas à l'ordre du jour? Prendre la question de votre voisine et ensuite on répondra aux deux. Bonjour à tous, Manuela Goya, IATA. En fait, j'avais plus quelques petits commentaires sur ce que j'ai pu entendre précédemment plutôt que de réelles questions, parce qu'effectivement, on pourrait débattre pendant très très longtemps. Mais déjà, je regrette un petit peu que les compagnies aériennes ne soient pas aujourd'hui invitées au débat, parce que j'ai entendu beaucoup de choses et il aurait été, je pense, intéressant aussi d'avoir leur point de vue. Notamment, on a parlé effectivement des aéroports, etc. Donc, le financement des infrastructures qui a été présenté d'une manière assez comme des investissements très très larges, mais je pense qu'il faut remettre un certain nombre de choses en perspective. C'est que la décarbonation du transport repose en majorité toutefois sur les compagnies aériennes.
qui ont elles aussi effectivement de gros efforts à faire pour pouvoir atteindre les objectifs 2050. Donc très rapidement, donc effectivement, on a mentionné le renouvellement des flottes. Il faut savoir aussi que les compagnies aériennes financent les infrastructures qu'elles utilisent, aussi bien de navigation aérienne que au sol, les aéroports. Et les marges des compagnies aériennes sont très faibles et on est très sensible au contexte géopolitique. Et monsieur évoquait tout à l'heure notamment le prix du baril, etc. Donc effectivement, il faut être capable de pouvoir investir, renouveler ses flottes, acheter du SAF lorsqu'il sera disponible, si les filières arrivent enfin à prendre leur envol et pouvoir se développer. Donc le transport aérien est un secteur qui est très difficile à décarboner quand même, toutefois. Effectivement, les leviers ne sont pas nombreux et le SAF et les évolutions technologiques sont la majorité des leviers pour arriver à l'objectif. Donc effectivement, j'ai entendu parler de beaucoup de choses, de régulation, etc. Mais c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que le défi est grandement aussi du côté des compagnies aériennes et que l'accompagnement est fondamental, que ce soit aussi bien de la part des aéroports. Monsieur Polissen parlait de la difficulté des investissements, etc. Mais bon... si on regarde les comptes de résultats qui ont été récemment publiés des aéroports français, il me semble que voilà, les investissements sont possibles. L'ampleur de ces investissements aussi est une part relative de l'ensemble de ce qui se présente devant nous. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez répondre sur les... Oui, un sujet que je n'ai pas évoqué, mais j'aurais certainement dû, c'est les contraintes juridiques. C'est pas si facile que ça d'interdire la publicité. Là, pour le coup, il y a aussi un obstacle. Après, sur le mérite, enfin, il faut se poser. Je veux pas rentrer dans l'opportunité, mais déjà il y a un obstacle juridique pour la mise en place de mesures de ce type. Après, il y a des enjeux de transparence sur le transport aérien et de rendre plus, sans aller jusqu'à l'interdiction des publicités, mais permettre une meilleure compréhension des impacts climatiques, notamment rendre peut-être plus visibles les impacts carbone des vols. Il y a des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, il y a des obligations d'affichage, mais en fait, on se rend compte que c'est parfois difficile et nous on faisait les enquêtes dans mon ancienne sous-direction auprès des passagers aériens et si l'ensemble des passagers aériens au départ de France sont supposés avoir été confrontés aux émissions de carbone de leur vol à un moment lors de l'achat de leur billet, en réalité je crois que 80% n'avaient pas la mémoire d'avoir vu l'observation. Donc avant d'aller sur l'interdiction de la publicité, des mesures qui juridiquement sont compliquées, il y a des choses qui sont possibles à faire, qui vont moins loin. Mais alors évidemment, c'est moins ambitieux. Mais l'ambition, c'est aussi de faire des choses qui sont faisables, sans perdre de vue ce qu'on pourrait faire peut-être à plus long terme. Voilà. Mais là, ça a occupé beaucoup de temps dans la Convention climat, pas simplement sur l'aérien, sur les SUV, etc. Et essentiellement en fait sur la publicité automobile, voilà, avec les résultats qu'on sait. Juste, je pense qu'on a une problématique de substituabilité. Je vois pas le bien. Pour les fumeurs, il y a peut-être à très court terme un enjeu de substituabilité au moment où ils s'arrêtent. Mais on aura quand même besoin encore de prendre l'avion pour aller dans des destinations. Et il y a la publicité, c'est aussi une information, les vertus de la publicité sur la théorie économique, de mémoire, c'est lié aussi à la transparence que ça permet sur les produits, les prix, etc. Merci. Je laisse aux uns et aux autres le temps de préparer d'éventuelles autres questions. J'en avais une, parce que je sens qu'il y a... allez-y. Bonjour. Bonjour, merci pour vos présentations. Antoine Casal, économiste à l'OCDE et chercheur associé à la chaire. J'avais une question sur une absente du débat jusqu'à présent. En tout cas, elle n'a pas été trop évoquée de façon explicite. C'est la fiscalité. Donc, elle a été évoquée subrepticement par M. Polissen et par vous, M. Geoffran. Mais donc j'aurais aimé avoir un petit peu plus de substance dessus. Si on parle de la fiscalité dans le cadre de l'aérien, je peux imaginer qu'elle ait des effets comportementaux à la fois sur la demande, donc les consommateurs de services aériens, mais également sur l'offre, les producteurs de services aériens. Donc au niveau de la demande, effectivement, à travers un effet prix, on peut imaginer que la fiscalité réduirait la consommation de biens aériens. Donc on a
mis ça sous le terme de sobriété, je crois, durant ces débats. Au niveau des producteurs, donc je ne suis pas un expert du sujet, mais j'ai pu voir par exemple que sur la taxation du kérosène pour l'aviation civile sur les vols internationaux, il y avait des exonérations assez importantes qui, entre autres facteurs, conduisaient à ce que le kérosène sur les vols internationaux est 7 à 8 fois moins taxé dans les pays du G20 que le diesel et l'essence qu'on utilise par exemple pour nos voitures. Donc il y a différentes formes de fiscalité, de taxes possibles, non exclusives les unes les autres. Mais si on prend par exemple une taxe sur le kérosène, ça pourrait conduire à accélérer, à produire des incitations pour les compagnies aériennes ou les producteurs de services aériens au sens large pour décarboner plus vite. On a parlé de carburants moins polluants, on a parlé de différentes technologies dont j'ai oublié les noms. Voilà, ça c'est sur les effets comportementaux. Et pour finir rapidement, bien évidemment, la fiscalité peut générer des recettes qui, indirectement à travers le budget général ou directement à travers un fléchage de ces recettes collectées, pourraient bénéficier à d'éventuels investissements dont M. Policen a parlé et qui seraient nécessaires ou importants en tout cas pour accélérer la décarbonation dans l'aérien. Voilà, merci. Et juste pour terminer, pardon, on a évoqué donc des problèmes ou des enjeux de substituabilité et de compétitivité. Évidemment, on a peu de temps, mais donc je comprends que ça fasse partie des réponses. Mais je pense qu'on peut peut-être les évoquer de façon plus large, peut-être au-delà des frontières françaises, en ayant des actions coordonnées, par exemple, à l'international. Ouais. Ah bon, évidemment, c'est pas la première fois que je suis confronté à cette question de la taxation du kérosène. Bon, en fait, historiquement, il n'y a pas de fiscalité du kérosène parce qu'au sortir de la guerre, quand il y a la Convention de Chicago, il y a une incitation, des recommandations en termes de politique publique pour ne pas freiner le développement du transport aérien qui permettait de reconstruire le monde et de tirer les économies. Ensuite, il y a de la fiscalité qui s'est mise en place sur le transport aérien, sur les billets, qui a pris la place qui était laissée vacante par l'absence de taxation du kérosène. Donc, alors, moi, je vis dans un monde, c'est le monde de la marmotte, où tous les matins, on vient me voir en me disant il n'y a pas de taxation sur le kérosène, donc on va augmenter la taxe sur les billets d'avion. On augmente la taxe, par exemple, on met en place l'éco-contribution, et le lendemain matin, on vient me voir et on me dit mais il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Donc, en fait, la fiscalité, l'assiette, il n'y a pas une assiette unique sur la fiscalité. Donc, en particulier, pour le moment, il n'y a pas de taxation du kérosène, mais il y a d'autres taxes. Est-ce que c'est suffisant ? C'est un autre débat, mais je pense qu'il ne faut pas faire un débat sur la taxation du kérosène en faisant abstraction de la fiscalité qui existe par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on regarde, en fait, parce qu'on compare tout le temps l'avion et le train, mais le train, je crois qu'il paye 0,5 € du mégawattheure, quand une entreprise de droit commun paye 22,50 €, donc il est exonéré à 95% de fiscalité d'accise sur l'énergie. Alors certes, il paye 5%, ce qui est infiniment plus que les zéros de l'avérien, mais il y a quand même, je pense, dans la façon dont ça a été pensé à une époque, mais je ne suis pas historien de la fiscalité de l'énergie, une incitation à une époque à la mobilité qui peut-être aujourd'hui un peu qu'on peut remettre en cause. Je pense qu'à une époque, on pensait que la mobilité en tant que telle était une bonne chose, ce qui maintenant, je pense, n'est plus une pensée systématique. Après, sur l'évolution de la fiscalité, dans le paquet Fit for 55, donc, qui est l'initiative européenne pour décarboner les économies européennes. Il y a une évolution de la directive sur la taxation de l'énergie avec, dans la proposition, une mise en place de taxation progressive du kérosène sur les vols intracommunautaires. Donc on a quand même déjà des initiatives qui sont prises. Alors la fiscalité au niveau communautaire nécessite l'unanimité. Et il y a des enjeux notamment pour les pays insulaires, parce que les vols intracommunautaires, c'est aussi les vols qui leur amènent une partie de leur activité économique. Donc renchérir les coûts du transport aérien, c'est aussi attaquer leur économie plus durement que la nôtre. Donc là, il y a des enjeux là-dessus. Et après, il y a différents enjeux liés à la taxation de l'énergie. Mais je dirais, le message principal, c'est qu'il y a quand même une fiscalité par ailleurs. Et il faut apprécier aussi, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, même s'il y aurait des vertus évidemment
sur la maîtrise de la demande à taxer plus. Mais ce qu'on expliquait, je pense que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas avoir la seule lecture, c'est décarboner. Il y a aussi une activité économique derrière, qu'on le veuille ou non, elle a une vertu, au moins pour certains trajets qui sont non substituables, et il faut trouver le bon équilibre. Une dernière. Bonjour à tous, merci pour vos 3 interventions très, très intéressantes. Moi j'avais juste une petite question sur l'angle de la sobriété, parce qu'on en a parlé de façon très très générale, mais aujourd'hui quels sont les leviers, on va dire, les leviers plus précis qu'on pourrait avoir à la fois sur les vols professionnels et les vols personnels de tourisme par exemple, parce que finalement on a tendance à les mettre dans la même catégorie, mais aujourd'hui par exemple on peut réduire la proportion des vols en classe business, qui sont, on le sait, beaucoup plus impactants qu'un vol en classe économique. On a, avec le développement du télétravail, on a pu réduire finalement la part des vols professionnels. Et qu'est-ce que vous voyez dans ce sujet à l'avenir? Et même question pour les vols personnels. Deuxième question qu'on va prendre en même temps. C'était... Ouais, voilà, comme ça on conclura avec ces réponses. Bonjour, oui, Philippe Quin, au Conseil général de l'économie. Je voudrais poser une question sur le transport de marchandises par l'aérien, parce qu'il me semble qu'un certain nombre de choses qui ont été dites sont valables sans doute pour lui, mais beaucoup de choses ont été dites surtout pour le transport de passagers. Voilà. Et donc là, je voulais poser notamment la question de la tarification du transport de marchandises, parce que quand on achète des objets qui viennent de Chine ou d'ailleurs, on a des coûts de transport qui en réalité sont très inférieurs au coût d'un timbre-poste pour envoyer un objet d'ici à Versailles, par exemple. Donc comment est-ce que vous voyez de manière générale, au-delà de la fiscalité, la question du prix du transport aérien de marchandises? Merci. Ouais, sur les mesures de sobriété, il y a, je pense, différents leviers. Il y a une volonté de travailler via la dimension RSE sur le rendu compte pour les entreprises. Alors je me souviens là, par le coup, je crois que c'est l'article 138 de la loi Climat Résilience, avec de la transparence des entreprises sur l'obligation d'établir des plans de transport ou des plans de. Je me souviens plus. Là, je suis assez imprécis. Donc, il y a via la dimension RSE, il y a de l'incitation pour les entreprises à réduire leurs émissions de CO2 et notamment pour le transport aérien. Il y a un décret d'application qui, de mémoire, est en cours de rédaction qui pourrait mettre des dispositions spécifiques sur l'aérien, mais en matière de transparence. L'encadrement, la fiscalité spécifique, où c'est quand même plus difficile à mettre en place sur le plan pratique et juridique. Donc, il y a des difficultés sur la mise en œuvre des idées qui ciblent tel ou tel segment. Après, on peut avoir on n'aura pas de temps pour débattre là-dessus, mais ça pose des difficultés pratiques. Donc, sur l'aspect professionnel, au moins, il y a la dimension RSE qui est un levier avec, je crois, le décret d'application de la loi, l'article 138 de la loi Climat Résilience. Sur le transport de marchandises, là, je suis moins bien placé que les compagnies aériennes pour répondre sur la tarification du fret et comment ils optimisent le remplissage en soute, les vols. Donc, je ne sais pas si Manuel Agoya voudra réagir. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, pour l'aspect que je connais, on est quand même il y a une fiscalité sur le transport aérien de marchandises en France, et je crois qu'on était, alors il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'on est les seuls à mettre en place via la taxe de l'aviation civile. Alors elle a changé de nom maintenant, c'est la composante de l'aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers. Non, du coup c'est la taxe de marchandises du coup. Mais il y a une petite composante fiscale sur le transport aérien de marchandises, mais ça c'est la réponse que je peux vous donner. Sur la tarification, comment les compagnies facturent, c'est plus une question pour les compagnies que pour moi. Tu veux dire quelque chose? Juste ajouter un mot sur la sobriété. Je suis un peu plus optimiste sur les questions de sobriété, enfin en tout cas pour ce qui est des transports professionnels, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, parce que grosso modo on est un continent qui va continuer à se trouver sans doute très durablement sous fort stress économique
Et en fait, il y a une chasse aux coûts qui est en train de s'organiser, dans laquelle la substituabilité, notamment via des visioconférences, et on peut témoigner de la manière dont on l'a vécu dans cette université. Il y a la combinaison de deux phénomènes. Bon, la guerre et ses contraintes, mais auparavant tout de même l'expérience collective des confinements et du basculement à distance, qui font qu'on a vu s'effondrer les budgets de voyage pour conférences. Mais vraiment s'effondrer sans qu'on ait introduit de contraintes spécifiques. Donc il y a beaucoup d'entreprises, à ma connaissance, qui sont également dans ce type de démarche, dans lequel il y a une forme de convergence, évidemment, entre la RSE et puis, par ailleurs, voilà, des considérations économiques. Est-ce que tout ça, par ailleurs, conduira dans la partie qui est non substituable à des efforts voilà, de sobriété dure dans lesquels on se prive très délibérément. J'avoue que je ne sais pas ce qui est dans la tête des classes moyennes indiennes et chinoises du bout du monde et sur ce que pourrait être la dynamique à l'avenir. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'en Europe, ce qui se joue depuis l'an dernier va tout de même créer toute une série de contraintes économiques qui vont jouer finalement comme des incitations à la sobriété. Merci beaucoup. Malheureusement, il faut qu'on conclue. Peut-être un mot à cet effet. Merci à tous pour vos interventions et réponses aux questions. Peut-être quelque chose pour Patrice. On entend quand même une sorte d'écart entre des réflexions sur la praticité pour le politique d'encourager la sobriété parce que ça boucle et puis ça se décrète, ce qui n'est pas le cas des autres leviers de décarbonation. Néanmoins, un gros point d'interrogation sur le grand écart entre la Convention dite citoyenne sur le climat, qui semblait très embarquée vers la sobriété, et des comportements citoyens peut-être moins évidemment de sobriété, puisqu'on s'interroge sur la façon de l'organiser. On évoquait à l'instant d'ailleurs les citoyens du reste du monde. Donc peut-être un débat public avant de passer aux interventions pour l'accompagner quant à la désirabilité de la sobriété pour l'ensemble des individus concernés et la place à leur faire dans cet arbitrage entre les investissements pour les autres leviers de décarbonation de l'aérien ou le renoncement des uns et des autres aux comportements de mobilité qui sont devenus acquis ces dernières dizaines d'années. Je vais passer la parole à Eric qui a quelques annonces au titre de la chaire et vous remercie à tous pour votre attention aujourd'hui. Oui, je voudrais aller très rapidement. D'abord, remercier à nouveau les trois intervenants et Catherine d'avoir animé ce débat. Effectivement, nos petits déjeuners, le principe, c'est d'avoir trois intervenants parce que c'est court, un petit déjeuner, mais on peut faire des grandes conférences où on a toutes les parties prenantes autour de la table. Et l'invitation, mais l'invitation est ouverte. Comme le débat n'est pas clos, on aura le temps d'en reparler. En plus, on est à des horizons, comme Patrice l'a rappelé, de 2030, 2050, etc. Donc, de nombreux petits déjeuners ou de nombreuses conférences à organiser. Très rapidement, les prochains rendez-vous de la chaire. Le prochain petit déjeuner, ça aura lieu le 11 janvier et on parlera d'un sujet qui a été rapidement évoqué par Nicolas Polizen ce matin, la question de l'inflation et de ce que ça la manière dont ça impacte les secteurs régulés. Un petit peu avant le 30 novembre, on aura un petit peu avant le 30 novembre, on aura une réunion avec l'OCDE, donc une conférence d'une demi-journée avec nos partenaires de l'OCDE et le Network of Economic Regulators, donc, qui regroupe l'ensemble des régulateurs des industries de réseau de l'OCDE. Et on parlera en fait de la manière dont les plateformes qui organisent dans les secteurs régulés par exemple la mobilité as a service dans le transport, mais l'effacement électrique dans l'énergie, etc. Donc dans ces plateformes, en fait, modifient ou impactent les modèles économiques des entreprises historiques et la manière dont les régulateurs sont amenés à tenir compte du jeu de ces plateformes. Et puis, la prochaine réunion de la chaire, ça aura lieu le 20 novembre après-midi dans le cadre des Dauphine Digital Days et on organisera une demi-journée de réflexion et de débat sur la régulation en fait de l'accès aux données ou la gouvernance de l'accès aux données pour nourrir les intelligences artificielles.
Et donc on aura des représentants de la tech, du secteur public ou du secteur privé, bien entendu, et puis des régulateurs et des réflexions en fait des développeurs d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre comment on peut avoir des intelligences artificielles souveraines, efficaces, etc. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.